Hello les amis, comment vous allez cette semaine? Moi ça va plutôt bien. Ça fait 2 jours qu'il fait super soleil. On est loin encore des 20 degrés, mais il fait du 15, 16, 17. Aujourd'hui il fait 18 degrés, donc c'est pas mal du tout. Je suis allé rapidement au rucher, ça vole de partout. Les abeilles elles se régalent. Elles ont foncé sur les noisetiers, là elles foncent sur la prunière, donc c'est top pour elles. Faut qu'elles en profitent parce qu'ils annoncent pas du beau soleil tous les jours. On est loin encore du printemps, hein. Je voulais vous remercier pour la dernière vidéo. Il y a eu pas mal d'échanges, pas mal de commentaires. C'est cool, ça a fait réagir un petit peu, notamment sur l'abeille noire, l'abeille locale, contre toutes les autres, etc. Mais c'est top ces petits commentaires. Ça permet d'échanger, d'ouvrir un petit peu les horizons, de partager les idées. Donc c'est pas mal. Et ben, suite à cette vidéo et à tous ces petits commentaires, je vais là dans l'année m'y atteler. Je vais me faire un petit rucher de une, deux ou trois ruches, déjà une, avec une colonie, une ou des colonies d'abeilles noires pour réellement tester et me faire mon propre avis. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce en haut, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors des shorts et des nouvelles vidéos. Ça me motive, mais c'est surtout pour le référencement, pour que mes super vidéos remontent dans la file, parce que j'essaie de faire du contenu le plus sérieux, le plus détaillé possible, même si évidemment j'oublie des choses et que je ne connais pas tout. Justement, ça me permet d'apprendre en faisant ces vidéos, donc c'est top. Tout ça pour dire, n'hésitez pas. Ceci étant dit, passons à la vidéo du jour, à la vidéo de la semaine. On est en plein dedans, ou on va arriver en plein dedans. Le sujet, c'est le frelon asiatique. Qu'est-ce que c'est? Quand le piéger? Comment le piéger? Pourquoi le piéger? Bref, on voit tout sur le frelon asiatique maintenant. Je vais essayer de faire un montage avec plein de petites vidéos, photos, etc. que j'ai prises pour démontrer un peu ce que je dis. Parce que j'ai eu un petit commentaire la semaine dernière me disant que c'était pas mal, mais qu'on voyait que ma petite tête. Donc je pensais que ma tête plaisait, mais bon, pas assez pour me voir sur une vidéo de 25 minutes. Non, mais j'ai pris note du commentaire, donc je vais essayer de mettre un petit peu plus de vidéos, photos de ce que j'ai pris ou de ce que j'ai trouvé dans mes recherches pour alimenter un petit peu la vidéo, pour qu'elle soit un petit peu plus dynamique, même si j'essaie de la rendre dynamique et captivante avec tout ce que je dis, mais bon, ça ne suffit pas. Allez, on passe maintenant au vif du sujet et on va commencer par qu'est-ce que le frelon asiatique? Alors le frelon asiatique, ou le FA, ou aussi appelé le frelon à pattes jaunes, c'est une espèce invasive qui vient d'Asie, a priori de Chine. Il est, d'après les sources, arrivé en 2004 dans des petites poteries chinoises. Et à l'heure actuelle, malheureusement, on a 100% ou presque du territoire qui est envahi de ce frelon asiatique. Et d'ailleurs, depuis, ce n'est plus un problème uniquement français, mais c'est un problème européen, parce qu'après avoir colonisé la France, on le retrouve maintenant dans la plupart des pays d'Europe, plus particulièrement au Portugal, en Espagne, en Italie, en Belgique. Bref, il s'est adapté très très bien partout, dans tous les pays ou presque d'Europe. Alors comment on le différencie des autres espèces, notamment des abeilles, des guêpes ou de notre frelon européen, appelé plus communément le crabreau? Eh bien, on le différencie assez facilement. Déjà, il est un petit peu plus petit que notre frelon européen. Il a les pattes jaunes, comme son surnom l'indique. Son thorax est de couleur brun et noir, beaucoup plus sombre que le frelon européen d'ailleurs. Sa tête est orange avec un front noir et son abdomen doté d'un gros anneau orangé en général. Donc comme je disais, en vol, on peut le reconnaître par ses longues pattes jaunes qui traînent à l'arrière en général de son corps. Et contrairement à son cousin européen, il peut réaliser des vols stationnaires sur de longues durées. On le voit bien en général devant les ruches ou d'ailleurs devant les maisons quand il passe. Il stagne comme ça. Il est pas toujours en vol comme les frelons européens qui longent les murs, etc. On arrive à bien visualiser son vol stationnaire. Quant au frelon européen, lui, bah, il ressemble un peu à une grosse guêpe. On le reconnaît facilement avec son abdomen jaune strié de noir.
La tête et le thorax sont plutôt roux et les pattes sont brunes, contrairement au frelon asiatique. La guêpe, quant à elle, est reconnaissable, hein. Elle a un peu les mêmes couleurs que le frelon, mais beaucoup plus petite. Elle a le milieu de son corps qui est très resserré et puis qui s'élargit ensuite vers son abdomen. Le bourdon, on le reconnaît de par son petit bruit, sa taille. Il a des petites rayures jaunes et noires et des pattes stridées de jaune et de noir aussi. Bon, on arrive à le différencier en général du frelon, hein, que ce soit asiatique ou européen. Et ensuite, nos petites abeilles, qu'elles soient domestiques ou pas, là, elles ont différentes couleurs en fonction des différentes espèces. Mais l'essentiel, c'est de savoir reconnaître le frelon asiatique parmi toutes ces autres espèces. Si on sait que le frelon asiatique a des pattes jaunes et beaucoup plus sombres et une tête jaune et noire, j'ai envie de dire que c'est le principal. Je reviens rapidement sur le frelon européen pour un peu le comparer au frelon asiatique. Comme son nom l'indique, le frelon européen vient d'Europe. Et à l'inverse du FA, il est très utile pour la biodiversité. C'est un super nettoyeur. Il mange les mouches, les pucerons, des chenilles. C'est aussi un moyen de nourrir les oiseaux. Il faut savoir qu'il n'est pas classé comme nuisible en France, donc il ne faut pas et on ne doit pas le détruire. Sauf évidemment si il est considéré comme dangereux pour la population. S'il y a un nid à côté d'une maison, d'une école, en zone urbaine, etc., évidemment, là, il faut s'y adapter. Quels sont les impacts du frelon asiatique, du FA? Du frelon à pattes jaunes. Bref, appelez-le comme vous voulez. Alors c'est une espèce invasive qui pose plusieurs problèmes. Problème de santé publique, car il s'adapte et s'installe partout, dans les endroits urbanisés, dans les cabanons, dans les buissons, au sol. Bref, il s'adapte partout. Et de plus en plus de personnes se font parfois piquer et certains en meurent. Même si ça reste une infime partie, plusieurs piqûres peuvent amener à la mort. Ça pose problème sur l'entomofaune. L'entomofaune, c'est tous les insectes. Pourquoi? Parce que c'est un prédateur généraliste. C'est-à-dire qu'il chasse un très grand nombre d'insectes, comme les lépidoptères, les hyménoptères, notamment nos petites abeilles domestiques. Donc tout ça fait que ça a forcément un impact sur notre biodiversité environnementale. Et pour finir, ça pose un problème économique. Pourquoi? Parce que parmi son panel de proies, eh bien, comme je le disais précédemment, il y a nos petites abeilles domestiques. Ça pose donc un réel souci dans le monde apicole parce que ça stresse nos abeilles. À cause du stress, elles sortent moins, donc elles récoltent moins de miel. Comme elles rentrent moins de miel et de pollen, il y a moins de nourriture, donc la reine pond de moins en moins, jusqu'à parfois même provoquer un arrêt de ponte, ce qui amène comme conséquence le déclin de la colonie et potentiellement la perte de cette colonie si cela dure trop longtemps. Alors maintenant, quel est le cycle de vie d'un frelon asiatique? Donc il y a 3 grandes étapes dans le cycle de vie d'un frelon asiatique. Il y a la partie hivernation, il y a la partie fondation, il y a la partie croissance et il y a la partie reproduction. Il faut savoir que les fondatrices sortent de l'hivernation courant février pour certaines régions et début mars, mi-mars pour d'autres régions. Moi, dans ma région, c'est le cas en ce moment. On arrive à mi-mars et j'en ai vu une ou deux. J'ai vu une ou deux fondatrices dans les parages. Donc, que va faire la fondatrice au début? Eh bien, elle va s'occuper de son nid avec ses premiers œufs. Elle va soit le réchauffer, soit le refroidir en fonction de la température extérieure. Et une fois que les premières ouvrières vont naître, elle va rester et finir sa vie dans le nid à pondre. Au courant de l'été, elle commencera à pondre des œufs mâles pour avoir une grande quantité de reproducteurs. C'est son objectif, hein. Le but c'est de se reproduire aussi. Ensuite, vers septembre, elle va pondre les futures reines vierges et elles resteront dans le nid. Puis la fécondation de celles-ci commenceront au début de l'hiver, c'est-à-dire vers octobre, novembre en général. Et ensuite, les moins résistantes mourront et celles qui seront fécondées et qui auront survécu vont hiverner tranquillement pour être prêtes à refonder la saison d'après, c'est-à-dire courant février, mars de la saison suivante. Voilà dans les grandes lignes le cycle de vie. Alors il faut savoir qu'une fondatrice ne vit qu'1 an, à la différence des abeilles par exemple. Dans quoi la reine, la fondatrice, pond ses œufs? Eh bien elle pond ses œufs dans des petits nids. Au début, le nid de la fondatrice est assez petit, de la taille d'une balle de ping-pong, d'une balle de tennis en général. Et c'est dans celui-ci qu'elle va commencer à pondre ses premiers œufs jusqu'à avoir la quantité nécessaire d'ouvrières. Pendant la saison, une fois qu'elle a pondu assez d'ouvrières, le nid va grossir de plus en plus. Elle va déménager avec toute la colonie. Et là, le nid va être beaucoup plus gros. Ça va être un nid ce qu'on appelle secondaire. Il va pouvoir atteindre jusqu'à 80 cm, voire 1 mètre de diamètre. C'est vraiment des très gros nids. Ces très gros nids sont en général d'ailleurs d'une forme plutôt ovale. Donc c'est plus ou moins facile de les retrouver en fonction de la période. Une colonie de frelons, donc la fondatrice et ses ouvrières,
comme je le disais, commence en début de printemps, lorsque la fondatrice sort, recherche de la nourriture, pond ses premiers œufs. Elle perdure en été, elle continue en automne, et contrairement aux frelons européens, où là les colonies meurent vers novembre en général, fin novembre, et bien là, lui, le frelon asiatique, en fonction des régions et des conditions, peut parfois encore perdurer décembre et même, ça s'est déjà vu, début janvier. Donc ça montre bien sa résistance et sa longévité sur une année complète. Alors maintenant, la grande question que tout le monde se pose, je pense, et que moi je me suis posée, c'est où trouver ses nids? Eh bien, le frelon asiatique, comme je le disais, s'adapte partout et il peut construire ses nids à tous les niveaux, dans des cabanons, dans les zones urbaines, juste en haut des fenêtres parfois des immeubles, notamment pour les nids primaires, parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Dans des buissons à hauteur d'homme, au sol, dans des cavités, dans des abris de jardin, dans des ateliers, dans des caves, dans des greniers, bref, absolument partout. C'est pour ça que c'est très très important, lorsqu'on en voit un ou qu'on voit un frelon voler ou quand on se balade, de ne pas trop s'approcher, parce que si on a le malheur de s'approcher trop près, de cogner dedans, de le secouer, c'est la piqûre assurée. Je dirais même là où l'est, parce que le frelon, quand il pique, il ne perd pas son dard, contrairement aux abeilles. C'est-à-dire qu'il peut cracher du venin et piquer plusieurs fois. Donc là, il faut courir très vite. Très vite, je le redis. Maintenant que j'ai parlé du frelon asiatique, de ses différences, de son cycle de vie, de ce que c'était, etc. Peut-on le piéger? Doit-on le piéger? Comment le piéger? Quand le piéger? Pourquoi le piéger? Eh bien, on voit tout ça dans cette partie. Alors, pourquoi le piéger? Eh bien, comme je l'expliquais précédemment dans les caractéristiques du frelon asiatique, le frelon peut effectuer un vol stationnaire. Ce qui veut dire qu'il peut effectuer un vol stationnaire devant la ruche, devant nos petites ruches. Et parce que ça stresse les abeilles, eh bien ces abeilles ne vont plus sortir ou beaucoup moins sortir. Ce qui veut donc dire qu'elles vont rester devant la porte d'entrée et donc ne plus aller le butiner, surtout en fin de saison, lorsque là toutes les ouvrières sont en mode recherche de protéines, et c'est en cette fin de saison que normalement les abeilles refont totalement leur stock. Alors s'il y a des frelons asiatiques qui stationnent devant la ruche et qui empêchent les abeilles de voler, ça compromet totalement leurs réserves pour l'hiver. Et s'il n'y a plus d'entrée de pollen, de nectar, comme je le disais précédemment, eh bien en général la reine diminue sa ponte, voire même arrête de pondre. Et qui dit arrêt de ponte dit moins ou plus d'abeilles d'été. Et s'il n'y a pas beaucoup d'abeilles de fin d'été, je dirais, eh bien il n'y aura pas beaucoup, voire pas du tout d'abeilles d'hiver, qui elles vont vivre beaucoup plus longtemps justement pour survivre à l'hiver. La colonie sans les abeilles d'hiver peut mourir. C'est vraiment celles qui vont maintenir la chaleur dans la colonie. Alors maintenant, comment piéger le frelon asiatique? Alors on peut essayer de trouver les nids des frelons. On peut faire ce qu'on appelle la stratégie de l'escargot, c'est-à-dire qu'on part de notre rucher et on fait un cercle autour du rucher en s'écartant de plus en plus afin de ratisser le plus possible et le plus en détail possible le lieu. Si on a la combi adéquate, on peut aller le détruire. Quand je dis la combi adéquate, c'est pas notre combi d'abeilles. Le frelon asiatique, ses piqûres et tout ça, ça traverse à travers notre combi. Donc c'est important d'avoir une vraie combi digne de ce nom. On s'amuse pas au héros avec notre petite combi de rien du tout. Ou après, et c'est le mieux, c'est de faire appel à des spécialistes. Si c'est sur la voie publique, on peut demander à la mairie, à la commune, de faire la démarche pour éliminer ce nid. Parce qu'il faut savoir qu'il est considéré comme nuisible, donc les communes, les spécialistes, etc. s'occupent de ça. Bon, cette solution de recherche, ça peut être la plus efficace si on trouve les nids, mais en général, après le printemps, en été et tout, c'est très difficile de trouver les nids secondaires. Ils sont rusés, ils s'adaptent très bien et en général, ils sont très bien cachés à travers les feuilles des arbres. Donc en général, malheureusement, on les voit que à l'hiver quand ces nids ne sont plus utilisés. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, et je dirais même prioritairement, l'idée, ça serait de piéger les fondatrices à la sortie de l'hiver, mi-février, fin février, tout le mois de mars. Mais attention, on piège les fondatrices avec des pièges sélectifs, s'il vous plaît, des pièges sélectifs. Même si les pièges sélectifs sont pas 100% sélectifs, malheureusement, c'est toujours mieux que les bouteilles que l'on voit dans les arbres. Je jette la pierre à personne, j'ai fait ça au tout début. J'étais content de choper des frelons asiatiques, mais quand je regardais dans le fond de ma bouteille, je voyais des frelons européennes, je voyais des guêpes, des mouches, des insectes, enfin bref, je voyais tout. Donc oui, je chope un frelon, mais pour un frelon asiatique piégé, je piège sans autre insecte, donc c'est pas le top. Donc qu'est-ce qu'il y a en piège sélectif? Eh bien, il y a le red trap que là moi j'utilise, dans lequel je mets ma petite recette de grand-mère, c'est-à-dire de la bière, du vin blanc et du sirop, de grenadine, de fraises, de fruits rouges. Pourquoi cette recette en début de printemps dans ce piège? Parce que la fondatrice, au début, elle va avoir besoin de se nourrir elle. Donc elle va être à la recherche de sucre pour se renforcer.
et pouvoir pondre ses œufs dans le nid qu'elle a construit. Alors il y a eu des découvertes scientifiques pour attirer uniquement le FA à base de phéromones, mais il n'y a rien de concret encore niveau résultat, donc patience, patience. La science avance, mais jamais assez vite d'ailleurs, hein, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais elle avance, elle cherche des solutions, donc maintenant patientons avant d'avoir de très bons résultats, mais ça pourrait être une bonne avancée, hein, avoir vraiment un type de phéromone à mettre dans les pièges pour n'attirer que les frelons asiatiques, ça serait pas mal. Et en second piège que j'utilise, alors je vais juste mettre quelques images là parce que j'avais filmé la mise en place, mais la vidéo a bugué que j'ai prise quand j'ai voulu la mettre sur le montage, je n'arrive pas à la lire. Donc je mets des images et puis je ferai un petit short dans la semaine sur le piège que j'ai installé. Et donc ce piège, c'est ça, c'est le piège créé par Bivital. Alors je suis pas sponsorisé, rien du tout, hein, mais bon, c'est Bivital uniquement qui le fait. Pas mal du tout parce que on peut effectivement mettre l'appât au fond, les insectes ne peuvent pas aller chercher l'appât, et il est sélectif. Alors 100% oui ou non, mais en tout cas il est sélectif puisque sur les deux extrémités, une fois que le frelon ou les autres insectes passent par le haut, ils sont attirés dedans par la lumière des deux côtés, et il y a des orifices sur les deux côtés des petits bouts en plastique là, permettant à tous les autres insectes de sortir, mais pas au frelon asiatique parce qu'il est trop gros. Donc voilà le second piège que je mets à partir de cette année du coup. Avant je mettais que les red traps, mais là je teste ce piège. Et je filmerai une petite vidéo et je ferai un petit short sur ce petit piège que j'ai mis en place. Alors ensuite on avance dans la saison, hein, après les fondatrices, donc courant de l'été, mai, juin, juillet. La fondatrice va pondre ou a déjà pondu ses œufs dans son nid primaire. Et une fois que ses premiers œufs sont pondus, elle va les nourrir à base de protéines animales. Et c'est donc là, après le printemps, après les premiers appâts créés avec la bière, le vin blanc, le sirop, il faudra plus les attirer avec de la protéine animale idéalement. Les résultats de différents tests un petit peu partout et de ce que j'ai trouvé montrent que apparemment les appâts à base de harengs, de crustacés, les attirent beaucoup plus. Donc à tester. Moi je l'ai fait l'année dernière et effectivement les ouvrières raffolent de ça. Alors moi ce que je fais un peu les deux mélanges. Je mets un petit peu de sirop, sucre, enfin la petite recette de grand-mère, et j'ajoute en parallèle de la protéine animale. Et ça me permet d'optimiser mes chances. Il faut tout essayer pour en piéger le plus possible. Alors ces pièges, il ne faut pas les mettre n'importe où. Alors il y a plusieurs sources, il y a plusieurs façons de faire. Celle dont je parle, c'est celle que moi j'applique. C'est pas forcément la stratégie parfaite, mais voilà, c'est celle que j'utilise. Donc moi, ce que je fais pour piéger les fondatrices en cette sortie d'hiver, en ce début de printemps, j'essaie de les mettre idéalement autour de mon rucher, mais pas dans mon rucher, pas à côté. J'essaie de les mettre à une centaine de mètres du rucher. Et surtout, si je peux, j'essaie de les mettre aux endroits où il y a déjà eu des nids, si j'ai eu la chance de trouver des nids, primaires ou secondaires. Moi notamment, j'en avais un à peu près à 200 mètres, donc c'était trop loin, c'était chez quelqu'un d'autre. Mais j'ai mis un de mes pièges au plus près de ce nid que j'avais trouvé, qui a été détruit l'année dernière, mais que j'ai trouvé dans ma parcelle du coup. Je suis pas allé chez le voisin pour le mettre. Quoique j'aurais pu lui demander savoir si ça le dérangeait ou pas, puisque c'est dans un petit coin de bois, de forêt. Mais en tout cas, voilà, je l'ai mis au plus près. Mais si je n'avais pas vu de nid, j'en aurais mis un petit peu autour, mais pas dans le rucher. Pourquoi j'en mets pas dans le rucher, vraiment à côté des ruches? Ça peut être efficace, mais ça peut être contre-productif. Pourquoi ça? Parce que en venant, si les fondatrices, avant d'aller dans le piège, elles tournent autour des ruches, elles se posent dessus, elles vont déposer leurs phéromones, ce qui va par la suite potentiellement attirer les autres fondatrices et les ouvrières, etc. Donc dans l'idéal, si je peux éviter que les premières fondatrices repèrent mon rucher et disent après à toutes les autres, et regardez ce que j'ai trouvé, là il y a un sacré bel endroit où on peut se nourrir, évidemment j'évite. Donc voilà, idéalement ne pas les mettre trop près des ruches pour éviter que les fondatrices repèrent, qu'elles déposent leurs phéromones, etc. Et puis après que ce soit le sanctuaire de nourriture pour les FA. Il faut savoir que la fondatrice, elle a un endroit idéal. Elle va pas aller créer son nid à des kilomètres de là où il y a la nourriture. Donc forcément, elle a un endroit idéal. L'endroit idéal, c'est quoi? C'est là où il y a quelques ruches, un ruisseau ou une zone d'eau et de l'acacia. Ensuite, après le piégeage des fondatrices, en début de printemps, à partir de fin mai, juin, juillet, août, durant la saison, si on voit quelques frelons par heure, encore une fois, faut y rester des heures et regarder, mais si on voit quelques frelons par-ci par-là autour du rucher, il ne faut pas mettre le piège trop près du rucher, c'est pas utile. Parce que comme je le disais, ils vont le marquer par les phéromones, etc. et ça va en attirer d'autres. Par contre, s'il y a une grosse quantité, s'il y en a 3, 4, 5 par ruche, ou une cinquantaine sur 2, 3 ruches, qui volent partout, là, évidemment, il faut mettre des pièges autour du rucher pour en piéger le plus possible.
Parce que là, histoire du marquage de phéromones et tout, ça a déjà été fait, hein. Là, si les FA sont en masse dans le rucher, faut plus se poser de questions, hein. Il faut piéger, il faut mettre des pièges autour des ruches. Donc, quand le piéger? Eh bien, à partir de mi-février, dès qu'il commence à faire beau, au-dessus de 13-15 degrés. Comme je le disais, ce sont les fondatrices qui vont commencer à sortir pour pouvoir aller se nourrir. Et une fondatrice piégée, c'est potentiellement 10 000 futures ouvrières en moins. Alors, chaque fondatrice qui sort de l'hiver ne va pas créer un nid, hein. Mais plus on piège de fondatrices, plus on a de chances d'avoir peu de nids et donc peu d'ouvrières et donc peu de frelons asiatiques autour du rucher. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est très important. Ensuite, courant de la saison, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on attrape les ouvrières. Donc, qui dit ouvrière dit un grand nombre d'ouvrières. Et donc là, il faut prévoir des pièges, des gros pièges pour qu'il y en ait le plus possible qui s'amassent dans les pièges et en fonction de la quantité de FA qu'il y a autour du rucher, soit on met les pièges très proches des ruches, soit on les éloigne un petit peu. Et si on trouve des nids durant la saison, si on voit des nids primaires en début de saison, il faut les éliminer. Donc soit en demandant à des spécialistes, soit si vous avez la combi, le faire vous-même. Les nids primaires en général sont pas très gros, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il n'y a que la fondatrice en général ou 2-3 ouvrières, donc on peut le faire, mais il faut toujours avoir la combi adéquate. Il ne faut pas risquer de se faire piquer inutilement. Je sais pas vous, mais moi, c'est pas mon délire de me faire piquer, ni par les abeilles, ni par les frelons, ni par quoi que ce soit. Donc, on se protège si on veut aller détruire ce nid primaire. Et après, en saison, si on trouve des gros essaims, les essaims secondaires, eh bien là, pareil, hein, faut pas hésiter. Il faut pas attendre la fin de saison pour dire quand il y en aura plus, j'irai l'enlever. Non, si vous en voyez un, qu'il y a du monde, on fait appel à la mairie ou à des spécialistes. Enfin, il y a plein de solutions pour ça, sans avoir à le faire nous-mêmes. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut détruire les nids. Donc voilà le pourquoi, le comment, le quand piéger les frelons asiatiques. C'est vraiment important, hein, de le faire, même si on ne va pas éradiquer le frelon asiatique. C'est trop tard maintenant, hein. Il est implanté en France, il est implanté en Europe. On ne pourra plus l'éradiquer. Les scientifiques, les chercheurs ont espéré pendant un moment que il y ait arrivé un moment un problème de consanguinité. Parce que quand le frelon asiatique est arrivé, ils sont pas arrivés par milliers, hein, comme je le disais précédemment, hein, il est arrivé dans des petites poteries. Il y en avait une, deux, trois, quatre, enfin pas énormément. Donc les chercheurs ont espéré que avec tout ce croisement, cette reproduction, eh bien qu'on arrive à un pic de reproduction et que gentiment ils tendent à décroître, mais visiblement il s'est très très bien adapté. Le croisement, la génétique a plutôt bien fonctionné, hein, le FA s'est plutôt bien adapté et vraisemblablement il ne va pas décroître aussi facilement et aussi rapidement qu'on l'espérait. Il faut savoir qu'il y a eu plein d'espèces invasives qui sont arrivées en France, hein. Il n'y a pas eu que le frelon asiatique. En général, la nature arrive plutôt bien à s'adapter. Donc il faut espérer, et c'est déjà un peu le cas, que ce frelon asiatique, qui est un gros prédateur, devienne aussi une proie un peu plus générale pour les oiseaux, pour les autres animaux de la nature, et que ce frelon asiatique, comme les autres, se régule, j'ai envie de dire, même si nous, apiculteurs, on a toujours l'impression, on n'a jamais l'impression que ça se régule, parce qu'on a l'impression qu'on en voit toujours plus. Mais voilà, il faut espérer que la nature, j'allais dire, reprenne ses droits, mais s'équilibre, et qu'il y ait un peu plus de prédateurs au-dessus de lui. Mais bon, en attendant, le mieux qu'on puisse faire à notre échelle, c'est de piéger pour essayer de contenir au plus l'invasion du FA, notamment dans nos ruchers, pour essayer de garder nos petites abeilles en bonne santé, et surtout qu'elles puissent continuer à ramener de la nourriture pour elles, qu'elles en aient plein leurs réserves pour survivre pendant l'hiver. C'est super important. Bien voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai fait le tour un petit peu de ce qu'était le frelon asiatique, la différence avec les autres espèces, quand, comment, pourquoi on le piège. Je pense ne rien avoir oublié. Comme d'habitude, j'ai possiblement oublié des choses, hein. J'essaie de... Toujours pareil, hein. J'ai mon petit écran ici, là. J'essaie de me faire les petites notes, les points essentiels à dire et à expliquer pour en oublier le moins possible. Mais je ne suis pas parfait, alors j'ai pu omettre des points, des caractéristiques importants. Alors, comme toujours, n'hésitez pas. Ajoutez des petits points. Laissez vos commentaires parce que bien j'aime toujours vous lire et j'aime toujours échanger, alors on n'hésite pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été assez clair, assez concis, assez rapide. Je m'arrête là pour cette semaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, laissez vos commentaires, partagez. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!